messieurs, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Antoine Paola. Je suis linguiste de formation, ancien fonctionnaire international à la francophonie, Organisation internationale de la francophonie. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années dans cette organisation. Depuis que je suis à la retraite, c'est-à-dire depuis 2009, je me consacre essentiellement à la recherche en géopolitique, notamment en Afrique de l'Ouest. Merci aux organisateurs de cette journée. Il y a le visage connu, Nicole, Viviane, il y a Pascal dans la salle, et puis beaucoup de visages connus. Mais nous sommes tous désolés, donc nous connaissons. Et je remercie également Charlotte qui m'a dit tout à l'heure que vous l'avez. Je pensais qu'elle était trop l'aise, mais elle est effectivement. J'ai choisi de parler de l'école Togo, mais sous un angle très précis. Le Togo, une école citoyenne pour demain. Tout ce que nous avons un sens. On va y venir tout à l'heure. Vu que nous sommes des Congolais où beaucoup de gens, c'est pas net, le son n'est pas bon. Je vais vous faire l'économie d'une partie de nos interventions. Je vais normalement commencer par l'économie historique et géographique du Togo, mais vous connaissez tout ça. Donc je vais passer très rapidement là-dessus. Sinon, en gros, le Togo c'est un petit pays. Vraiment, en gros, j'appelle un micro-pays rectangulaire qui compte 6 millions 600 000 habitants sur un territoire de 56 000 km², avec 600 km et 100 km large. C'est vraiment un petit pays. Donc, je vais partager sur les aspects historiques et géographiques. S'il y a des questions, on va arriver là-dessus. Je vais maintenant aborder l'essentiel de nos interventions sur le cadre conceptuel terminologique de l'éducation. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? Dans un deuxième point, je parlerai du fait éducatif avant la colonisation. Troisième temps, l'éducation, la scolarisation post-indépendance. Quatrième, le plan sectoriel de l'éducation 2010-2020 du gouvernement togolais. Et enfin, je brosserai à l'entrée la vision de l'école togolaise de demain. Je commence donc par le cadre conceptuel. Pour parler de l'école Togo, il n'est pas superflu de préciser le cadre conceptuel que j'ai choisi pour rendre compte d'une problématique qui n'est pas propre au Togo. L'éducation, c'est partout. L'éducation, c'est une des maîtresses du Togo de sensibilisation et culture à travers les âges. Que ce soit en Afrique, en Égypte, en Libye, que ce soit dans les civilisations orientales et occidentales, l'éducation avait pour but essentiel la transmission et la application des valeurs sociétales, morales et religieuses. Essayez de parler fort. On n'est pas très nombreux, donc Donc, je disais qu'il fallait d'abord préciser le cadre conceptuel dans lequel je situe mon intervention.
Et vous savez très bien que le mot éducation n'est pas un mot d'invention d'un seul pays. L'éducation est partout, et depuis des siècles. Alors, donc je parlais de l'Égypte pharaonique, des civilisations orientales et occidentales, où l'éducation servait essentiellement à transmettre les savoirs, à les perpétuer à travers les âges. D'abord, l'éducation, c'est une affaire de famille. C'était ça au départ. Et aussi, au départ, une affaire de religion. L'éducation est entrée progressivement dans la sphère publique à partir du XVIIIe siècle, avec les volets législatifs destinés à encadrer, réglementer, contrôler. Et en Occident, c'est la Prusse, puis la France, qui prennent les lois destinées à circonscrire la matière, donc l'éducation. En Afrique, le fait éducatif a toujours existé dans sa forme diversifiée, non élaborée, non écrite, essentiellement transmise par oral. La sagesse des peuples était constituée principalement de contes, de proverbes, de rites initiatiques, de religions, de danses, de chants, de coutumes, de faits historiques et claniques qu'on transmet d'âge en âge aux générations. La sagesse des peuples a pu ainsi traverser les âges et les océans. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous voyez à travers le monde, aux États-Unis, en Amérique latine, à Cuba, etc., vous voyez le rite vaudou qui existe au Brésil, qui est une tradition prégnante là-bas, exactement comme au Togo, au Bénin et au Ghana. Alors, avant la colonisation, il y a deux étapes sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Deux étapes très importantes. C'est d'abord l'arrivée des explorateurs qui sont arrivés en Afrique d'une manière générale avec des missionnaires. Et le fait éducatif, au départ, était donc une œuvre de mission. Et à l'époque, il fallait essentiellement enseigner aux enfants à lire et parfois même à écrire la Bible. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec l'arrivée des méthodistes, la mission méthodiste, notamment au Togo, avec les Allemands, et quelques décennies plus tard, l'arrivée des missions catholiques, toujours au Togo. Et ce qu'il faudrait retenir à ce niveau-là, c'est que les missionnaires allemands et la colonisation allemande a beaucoup insisté, beaucoup fait pour faire émerger les langues nationales. Ils sont arrivés d'abord sur la côte et la langue évé a été très vite prise en charge par la colonisation allemande. En fait, l'Allemagne voulait faire du Togo sa colonie modèle, l'Osterkolonie, comme il disait, donc la colonie modèle. Et donc, ils ont installé non seulement des infrastructures pour ça, mais surtout, ils ont mis en valeur nos langues nationales. On peut retenir à la veille de la guerre de 1914 deux faits majeurs qui caractérisent l'arrivée des Allemands au Togo. D'abord, la scolarisation est faite en langue locale. Ceci est très important et plus tard, dans les propositions que personnellement j'aurais à formuler, j'insisterai là-dessus. Ensuite, la scolarisation était majoritairement faite par les missions, c'est-à-dire par le privé, ce qui est à l'opposé de ce que nous voyons depuis des années chez nous. C'est le public qui prend en charge l'éducation principalement. Sous la colonisation française, ce qu'on a considéré comme une période florissante de l'éducation au Togo sous les Allemands, donc sous la colonisation française, beaucoup de choses vont changer. Et vous savez qu'en 1918, lorsque la guerre mondiale a pris fin, 1918 a pris fin, 60% du territoire togolais est resté attaché au Togo et 40% est parti du côté du Ghana, de la Gold Coast. Donc à partir de ce moment, l'école
l'école allemande à l'époque est devenue une école française. Et il y a une auteure que je cite souvent, Marie-France Lange, elle dit qu'on assiste à l'effondrement. C'est une Française qui a fait des recherches très poussées au niveau du Togo et même d'une manière générale au niveau de l'Afrique francophone, et qui dit ceci: on assiste avec l'arrivée de la colonisation française à l'effondrement du système scolaire, tout particulièrement dans la zone occupée par les Français. Voilà. Donc je n'invente rien, c'est une Française qui dit ça. Parce qu'en fait, quand la colonisation française est arrivée au Togo, il fallait absolument franciser le pays, donc le Togo, à marche forcée et le plus rapidement possible. Ils avaient besoin de cadres pour l'administration, il fallait absolument le faire. Et à cela s'ajoute, donc la francisation, à cela s'ajoute une certaine ségrégation raciale qui empêchait notamment les autochtones, donc les Togolais, d'accéder à des postes de responsabilité. Plus flagrante encore, la politique ségrégative au niveau linguistique et culturel. Alors, vous savez, hein, sur ce plan, ça c'est une spécificité française. Le colonisateur considère l'Afrique comme un territoire sans histoire, sans civilisation, sans culture et bien évidemment sans langue. Et les langues togolaises, notamment les Bé, le Kotokoli, le Kadi, etc., étaient considérées comme des langues primitives et inaptes à l'enseignement, donc évacuées de l'école. Alors que les Allemands, justement, avaient tout fait pour valoriser ces langues. En conclusion, je cite toujours Marie-France Lange, qui a fait une étude très approfondie sur la question. L'école coloniale se caractérise par ses fondements racistes et ségrégationnistes, et en tant que telle, elle est l'instrument à la fois d'oppression et d'aliénation, mais aussi un excellent moyen d'éveil des consciences. Hélas pour la colonisation. Le deuxième point sur lequel je voudrais peut-être insister un peu plus, c'est la scolarisation post-indépendance. Alors, il faut distinguer deux périodes, la période 60 à 80 et puis la période toute récente sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Alors, donc, le 27 avril 1960, et c'est très important ce que je vais dire maintenant, a eu lieu l'indépendance du Togo proclamée par le président Olympio. Je vais vous lire intégralement cette partie parce que c'est cette partie que je retiendrai plus tard pour les propositions que j'aurai à formuler. Le président Olympio est assassiné le 13 janvier 1963 par une junte militaire. Au cours de cette période très courte, donc de 60 à 63, soit 2 ans et quelques mois, le gouvernement togolais doit faire face à toutes les contraintes qu'impose la souveraineté nationale. Nationaliste convaincu, le président Olympio engage une politique dont l'objectif est d'assurer au pays une réelle indépendance. Au niveau social, cette politique se traduit par la mise en place de premières infrastructures appropriées. L'école est au premier plan de cette volonté politique. Il nomme Martin Sankareja, qui est un natif du Nord Togo, comme ministre de l'Éducation nationale. Il engage dès les premiers jours le processus d'intégration des langues nationales dans l'enseignement. Et les gens de la génération avant moi, et puis un peu moi, savent que dans cette période, on avait commencé à apprendre l'élevé sur toute l'étendue du territoire. Donc en 60. Pourquoi? Parce que à cette époque, l'évé était une langue dotée d'outils de base pour être enseignée, l'alphabet, la grammaire, le dictionnaire. L'idée était d'élargir progressivement cette politique aux autres langues. L'anglais était également au programme, à côté du français naturellement. Et l'option du plurilinguisme à l'école était ainsi clairement affichée. Et plus important, la priorité à la culture nationale.
affirmée. Mais cette période a été très courte, moins de 3 ans, on l'a vu, et à la suite du coup d'État du 13 janvier 63, tout ceci a été balayé, et jusqu'aujourd'hui. Alors, ensuite, ceux qui étaient au Togo ou même à l'extérieur du Togo se souviendront qu'en 1975, il y a eu une réforme au Togo de l'école. Et la réforme appelle comme nom l'école nouvelle. On l'a appelé comme ça l'école nouvelle, l'école nouvelle. Et cette réforme, comment dire, dite très importante, à l'époque c'était le ministre Benoît Malou qui était porteur de cette réforme-là. Cette réforme s'est terminée vraiment en queue de poisson parce que dans certains cas, et c'est toujours des constats qu'on peut faire de cette réforme, dans certains cas, les maîtres ne disposaient même pas de craie pour écrire. Pour une réforme qui veut, comment dirais-je, réformer le système et qui ne permet pas aux maîtres de disposer de craie, vous voyez à peu près à quoi ça peut mener, vers quoi ça peut mener. Et puis est venu un autre phénomène, le phénomène de la déscolarisation. Il y a eu beaucoup, dans les années 80, il y a eu beaucoup d'abandon de l'école. Beaucoup de gens ont refusé l'école. Et c'est ainsi que en 4 ans, de 81 à 85, environ 100 000 enfants ont abandonné l'école. Et le phénomène touche aussi bien les zones scolarisées que les régions à forte densité scolaire. La conclusion sur l'école, donc dans les années 60 à 80, l'école dite nouvelle, et là aussi je cite Marie-France Lange, s'est révélée être un gouffre. À cet égard, le processus de scolarisation continue donc sur la même lancée que sous la période coloniale, notamment coloniale française, avec une explosion des effectifs scolaires, mais les principales caractéristiques demeurent inchangées. C'est-à-dire une école qui forme en quantité, mais pas en qualité. Et donc plus récemment, le gouvernement togolais a mis en place ce qu'ils appellent le plan sectoriel d'éducation 2010-2020. Donc 2010-2020. Nous sommes en 2014 et il reste encore 6 ans à courir à cette réforme. Alors cette réforme veut, d'après ce qu'elle proclame, maximiser la contribution de l'éducation au développement économique et social du pays. Voilà, ça c'est l'intention avouée, affichée. Et malheureusement, ce qu'ils disent également, c'est qu'il a été constaté que le plan d'action nationale de l'éducation que le gouvernement lui-même a mis en place, donc l'éducation pour tous, ne prend pas en compte tous les aspects du secteur de l'éducation, ne fait pas référence aux contraintes financières, n'établit pas de priorité claire entre les objectifs et ne fait pas de lien avec le marché de l'emploi. Donc il a fallu attendre jusqu'en 2010 pour s'apercevoir de cela. Et un peu plus loin, le même plan dit que les mesures d'efficacité interne indiquent qu'une part importante des ressources du système éducatif togolais est gaspillée. Voilà, c'est le gouvernement lui-même qui le dit. En tout cas, c'est le document sur lequel s'appuie le gouvernement en matière d'éducation qui dit cela. Et le plan sectoriel de l'éducation énonce également des stratégies. Mais malheureusement, tout ça, c'est des mots et des mots. Et parce qu'il manque, d'une manière générale, la volonté d'améliorer l'articulation entre formation et emploi. Alors, si vous voulez, virtuellement, tout ce que contient ce plan d'éducation sur 10 ans, virtuellement, c'est bon. Mais malheureusement, dans la pratique, il n'y a rien. Je prends un exemple. Ce plan veut la libération
la libéralisation de l'offre éducative. Or, cette libéralisation avait été déjà proclamée dans les années 75 et on n'a rien vu venir. C'est-à-dire qu'il y a des porteurs de projets de création d'écoles pour vraiment enseigner et des gens qui viennent de la diaspora pour faire ça et qui malheureusement ne reçoivent pas les agréments qu'il faut. Et donc la libéralisation, c'est un mot, il n'y a pas de réalité derrière. Un autre exemple, ce plan-là dit qu'il faut prendre exemple des bonnes pratiques dans certains pays. Et ici, tous les pays, l'île Maurice, la Namibie, le Cap-Vert. On ne parle pas du Ghana, qui est à côté, et qui fait des prouesses énormes, vraiment des bons en avant en matière d'école, d'éducation. Et puis l'autre chose aussi, le plan propose la création de mécanismes de suivi. Alors, dans le mécanisme de suivi, le plan prévoit 4 nouvelles structures. Un conseil supérieur de l'éducation, un comité de coordination du plan, un secrétariat technique permanent, enfin des coordinations ministérielles. Et ces structures viennent s'ajouter aux 3 ministères, parce qu'au Togo, petit pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 3 ministres pour s'occuper de l'éducation. Il y a le ministère des enseignements primaires, secondaires et d'alphabétisation, le ministère de l'enseignement technique et la formation professionnelle, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et tout ça pour pratiquement pas grand-chose. Et l'autre chose aussi qu'il faut noter, c'est par rapport à leur proposition, il y a ces 4, au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, j'ai repéré qu'il y a 13 directeurs, donc 13 directions, et rien que pour ce ministère, 4 chefs de division, sans compter la kyrielle de conseillers, d'attachés de cabinet, etc., etc. Donc voilà un peu ce qui fait que les choses malheureusement ne marchent pas. Et pour concevoir ce plan, ils ont réuni 139 personnes pour valider le plan. Et j'ai lu attentivement et j'ai vu qu'il n'y avait pas de représentants de la société civile, pas de représentants des syndicats, pas de représentants des étudiants, pas de représentants des élèves, ni des villages, ni des quartiers. Alors, donc, vous faites un plan et les gens qui sont véritablement intéressés par le plan ne sont pas là. Alors, donc voilà en gros pour brosser le tableau de ce qui se passe au Togo depuis 63, si on exclut les 2 années et demie de la présence d'Olympio au pouvoir. Alors, qu'est-ce que je propose moi? Qu'est-ce que je vois comme piste, comme axe qu'on peut développer au Togo? Et l'intitulé de cette proposition-là, c'est quoi? Une école citoyenne pour le Togo de demain. La refondation de l'école. La première chose que je note, ce sont les pesanteurs. Les pesanteurs au Togo. Donc, après la trop brève période de la gouvernance Olympio, le Togo a vécu sous un régime de dictature absolue. Un chef, Kayadema, un parti unique, le Rassemblement du peuple togolais. Un système dans lequel même les manifestations culturelles, ce que je dis là, bon, vous le savez, hein, mais je le répète quand même parce que nous avons vécu ça avec beaucoup de douleur. Même les manifestations culturelles et les clubs sportifs devaient allégeance au pouvoir. Aucune initiative privée, aucun projet individuel ou collectif ne pouvait avoir droit de citer sans bénédiction du parti unique. L'école togolaise, dans cette période, était le terreau de germination de jeunes pousses du parti.
c'est là que le pouvoir recrutait les éléments radicaux du groupe dit animateur de la révolution togolaise, Areto, si ça vous dit quelque chose. En réalité, un groupe de nervis et de délateurs dont le pouvoir se servait pour diffuser les soi-disant idéaux du parti. Tout cela en lieu et place des programmes de formation relégués au dernier rang des préoccupations. Dans les années 60 et 70, l'Union nationale des étudiants togolais en France, UNETO Jeune Togo, fut interdite et ses dirigeants pourchassés à travers le Togo, le Sénégal, la France, où le mouvement était très actif. En France, l'Association des étudiants et stagiaires togolais, ASTF, démembrement de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, était alors considéré comme, par le pouvoir et Adema, comme un maquis préparant un débarquement pour renverser le régime. Alors que c'était des étudiants. Moi j'étais à l'époque à Bordeaux, je disais que nous étions des rebelles qui préparaient une descente au Togo pour renverser le régime. Non. Et à l'époque, donc en 1975, avant la proclamation de la fameuse école nouvelle, nous avions demandé à rencontrer le ministre, de moi, Malou, à le rencontrer. Et nous avons demandé qu'il organise un conseil national pour que tout le monde s'assoie et discute avant que lui ne prenne la décision finale. Il a dit non. Le résultat, bon, c'est ce que vous savez, comment dirais-je, la réforme de l'école nouvelle, en réalité, n'est pas si nouvelle que ça. La deuxième pesanteur, c'est ce qu'on a appelé les grands travaux au Togo, et puis les éléphants blancs, plus la corruption endémique que vous connaissez, qui constitue un gouffre pour le Togo, et naturellement pour le Ghana. Pourtant, le Togo a des atouts. Alors, le premier des atouts, c'est quoi? C'est sa population. Laborieuse, disciplinée. Ceux qui connaissent le Togo, pas parce que je suis togolais que je dis ça, non. Ceux qui connaissent le Togo savent que les Togolais sont disciplinés et capables d'une très grande résilience. Sa jeunesse très nombreuse, plus de 60% de Togolais sont des jeunes, très inventives et prêtes majoritairement à s'investir concrètement dans les vrais défis. Donc ça, c'est le premier des atouts. Et si vous vous rappelez de ce que je disais tout à l'heure par rapport à la période Olympio avait compris ça, qu'avec un pays avec tant de jeunes, il pouvait réussir un certain nombre de choses. Et notamment, il avait dans ses propositions, dans ses projets, la création d'une monnaie nationale, Il avait lancé des travaux d'infrastructure avec une option affirmée en faveur du multilinguisme. Je reprends tout ça parce que, en réalité, c'est ça qui est à la base même du développement d'un pays. Et puis, deuxième atout, l'économie. Vous savez, le Togo n'a pas beaucoup n'a pas de pétrole, etc., n'a pas de diamants, bon, mais le Togo a ce qu'il faut pour former ses enfants. Et malheureusement, bon, tout ce qu'il y a comme petite richesse, les phosphates, le café, le cacao, le clinker, le coton, tout ça, ça part très souvent dans les poches de qui vous connaissez. Et autres atouts, les avancées spectaculaires de la scolarisation, notamment dans la région de la Kosa. C'est la région à laquelle appartient le président Yadema. Et donc, pour rattraper le retard, soi-disant, de la scolarisation dans cette région, il a beaucoup investi. Et le résultat, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui ont été formés. Ce qui veut dire quoi? Que véritablement, au Togo, on a les moyens de faire ce qui nous manque, la volonté. Donc les moyens existent.
Et il suffit de supprimer l'aspect tribaliste de cette politique pour que ce genre de décision profite à l'ensemble du Togo, et non pas seulement à une ethnie. Sinon, ce sur quoi je voudrais également insister, et qui est en réalité, à mon avis, le point focal de la nouvelle école, de l'école citoyenne qu'on pourrait imaginer pour le Togo, c'est de mettre au centre du dispositif éducatif les valeurs éthiques. Les valeurs éthiques. Une école citoyenne doit avant tout être une école qui rétablit les valeurs éthiques au cœur du système. Les valeurs éthiques de respect, d'exemplarité, de tolérance, d'humilité et du goût du travail. C'est tout ça qu'on a sorti de l'école à un moment donné. Et naturellement, les élèves, les étudiants ne visent qu'une chose, un poste dans la fonction publique. Alors que, en apprenant aux gens, aux enfants, le goût du travail, ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent faire tout et ne pas attendre seulement la fonction publique pour travailler. L'éducation aux valeurs éthiques doit être associée à l'éducation à d'autres valeurs irrépressibles, comme l'éducation au travail, notamment manuel. Très important. Je parlais tout à l'heure avec Pascal, qui est une zone un peu de la même génération. Je lui disais que dans la région parisienne où j'habite, là, avec le beau temps qui arrive, je vais commencer à planter de la salade, des tomates, etc. J'ai appris ça où? J'ai appris ça au Togo, quand j'étais à l'école à l'époque. Or, ça a disparu tout d'un coup, avec l'animation, le MPT et tout le reste, ça a disparu. Deuxième chose, l'éducation à l'hygiène et à la santé. Je cite juste les têtes de chapitre parce que c'est tellement important, savoir gérer son capital santé avant de gérer la maladie. C'est ça. On n'apprend plus ça aux gens, on n'apprend plus ça aux enfants. L'hygiène et la santé. Vous connaissez, ceux qui sont allés récemment au Togo, on vient être choqués. Comment aujourd'hui encore on peut admettre que les gens aillent faire leurs besoins dans la nature? La plupart des gens font ça. Vous voyez, c'est pas normal. Ensuite, l'éducation à l'environnement. Le Togo, il est petit, mais il a été vraiment doté d'une nature extraordinaire. Quand vous prenez la route de Lomé à Saint-Gancé, vous voyez comment cette nature est belle. Mais c'est cette nature qu'on est en train d'appauvrir par les feux de brousse, très réguliers, très fréquents, et puis par d'autres choses, la pollution avec les sacs plastiques, là, vous voyez, c'est ça. L'éducation à la paix, très important. Oui. Comment on ne peut pas concevoir d'enseigner dès la base que la paix est essentielle pour le développement d'un pays. L'éducation à la solidarité. Vous savez que la solidarité, c'est vraiment ça qui est le ciment de nos pays africains, de nos peuples africains. On n'enseigne pas ça. L'éducation à la démocratie. Il a fallu attendre les années 90 pour qu'on parle de démocratie chez nous, au Togo. À l'époque, quand vous parlez de démocratie, c'est vraiment bon. Et puis, l'éducation à apprendre. Que les gens apprennent à apprendre tout au long de la vie. Eh bien, ce sont ces choses-là, c'est peu de choses, mais en même temps, c'est beaucoup parce que si on ne le fait pas, ben, ma foi, dans 50 ans, on parlera encore de l'éducation au Togo. On parlera encore du Togo comme occupant le dernier rang de la classe. Je vais faire très rapidement ma conclusion. En fait, ce qu'il faudrait, c'est
d'une part, une rupture avec ce qui se passe aujourd'hui, et puis d'autre part, remettre l'école sur les pieds. Depuis des années, l'école marche sur la tête. Il faut la remettre sur ses pieds. Et pour cela, il faut un nouveau paradigme qui s'appuie sur 3 dynamiques. D'abord, la dynamique citoyenne. Pour l'éducation, cela implique une confiance pleine et entière aux initiatives citoyennes. D'où qu'elles proviennent, elles doivent être accueillies avec sollicitude. On ne peut pas faire le bonheur du peuple sans son adhésion. Et la preuve, c'est que pendant 50 ans, on a voulu forcer les gens à danser, et bien ma foi, ça n'a pas marché. Deuxième pilier, la dynamique solidaire. Pour l'éducation, cela signifie la duplication et la généralisation des expériences réussies. Elles existent au Togo. Vous voyez, des exemples comme le collège protestant, le collège Saint-Joseph. Beaucoup de gens sont passés par là et peuvent en témoigner. Et bien, ma foi, ces structures-là, c'est ce genre de structure qu'il faut valoriser. Et non pas créer des collèges, des lycées qui ne rapportent rien au pays. Donc, dynamique solidaire. Et puis, la dynamique de la démocratie. Pour l'éducation, cela veut dire liberté pleine et entière d'entreprendre en lieu et place des entraves politico-administratives auxquelles les porteurs de projet doivent faire face. Ce sont là les principaux leviers d'une option de rupture et de progrès. Conclusion, comme beaucoup de pays africains, le Togo a aujourd'hui rendez-vous avec son histoire, son destin, comme dans les années 50 qui ont conduit le Togo vers l'indépendance. Aura-t-il la force de tourner le dos aux oripeaux du colonialisme et du néocolonialisme qui n'ont rien prouvé au bout de plus de 150 ans, si on additionne la période coloniale et la période néocoloniale, on n'a pas eu, la politique qui a été menée n'a rien prouvé, n'a rien apporté. Le Togo trouvera la volonté et le courage nécessaires à un ancrage résolu dans la modernité. Ce sont des questions que je pose. Les détenteurs du pouvoir comprendront-ils enfin l'urgence d'écouter vraiment les enseignants, les élèves, les étudiants, les parents d'élèves, au lieu de marcher de dupes, de dialogues biaisés, de gaz lacrymogènes déversés sur les manifestations, des promesses non tenues, afin de poursuivre de la descente de l'école dans les plafonds des systèmes éducatifs africains. Pour gérer le quotidien de l'école togolaise sérieusement, pour préparer un nouvel avenir pour les enfants togolais, là aussi sérieusement, pour que notre pays, le Togo, retrouve les belles années où les vents du nationalisme et de la liberté sont venus à bout du colonialisme. Le Togo a besoin d'une feuille de route claire qui donne une vision, qui fixe le cap et les priorités en rapport avec les réalités du pays. J'insiste là-dessus, en rapport avec les réalités du pays. Il ne s'agit pas de faire comme les États-Unis. Hein. On n'a pas les moyens, on n'est pas aussi riche, etc. Mais nous avons notre propre potentiel. Nos réalités peuvent nous permettre de faire ce que je suis en train de dire. Enfin, donc, qui fixe le cap et les priorités en rapport avec les réalités du pays, enfin, qui donne les moyens et la méthode. Je vous remercie.